Et à 8h15, c'est l'heure du petit-déj politique avec votre invité Benjamin Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux. Bonjour. Bonjour Jérôme Gavaudan, vous êtes ancien bâtonnier de Marseille et vous avez donc été élu président de ce Conseil national des barreaux pour 2 ans. Déjà, à quoi sert-il ce conseil ? Alors j'ai été élu pour 3 ans et le Conseil national des barreaux, c'est l'institution nationale qui représente globalement les 71 000 avocats de France, avec une mission donc de représentation, de régulation de la profession, de faire la norme, de la discuter avec le gouvernement et puis de représenter effectivement les avocats de France à l'intérieur comme à l'extérieur, en Europe et dans le monde. En ce sens, vous avez aussi un rôle d'alerte donc des pouvoirs publics. Sur quel point en particulier vous souhaitez les alerter dès ce début de mandat ? Par tradition, les avocats sont des vigies des libertés fondamentales et individuelles. Donc notre rôle, on le continue. Et en ce début de mandat, nous prenons la suite de ce qui a déjà été fait. Les questions des libertés individuelles, notamment depuis 1 an, qui ont été menacées. La question des prisons aussi, la question des migrants, la question des avocats qui sont en danger dans le monde. Voilà, nous sommes des vigies et nous essayons de rappeler aux Français que dans ces temps qui sont les nôtres, qui sont certes difficiles, les grands principes ont leur importance. C'est la tradition depuis au moins 2000 ans de la profession d'avocat et c'est ce que fait le Conseil national des barreaux. Vous avez parlé notamment des prisons. Je crois savoir que la question des conditions de vie des détenus en cette période de Covid vous inquiète particulièrement. Par rapport à quoi exactement ? Globalement, la France a un problème avec ses prisons. C'est pas nouveau, on le sait. Et malgré les efforts qui peuvent être faits par les uns par les autres, nous avons une situation déplorable. Il s'agit d'un problème de dignité humaine. Il ne s'agit pas de la question de la sanction, de criminalité ou de question de délit. C'est la dignité de la personne humaine qui est en prison. Donc on a un problème avec nos prisons. Et effectivement, la Covid, enfin en tout cas la crise sanitaire, accentue ces difficultés, et notamment pour les personnes qui sont détenues. Et j'ai alerté l'administration il y a quelques jours, effectivement, mais les choses semblent rentrer dans l'ordre, de difficultés que rencontraient les familles pour pouvoir amener en parloir, ou en tout cas aux personnes détenues, ne serait-ce que le minimum, le linge. Et nous avons constaté que dans certaines maisons d'arrêt ou certains lieux de détention, il y avait incapacité pour les détenus de se changer, de s'habiller pour l'hiver. Et c'était des situations qui sont en réalité dégradantes. La privation de liberté n'implique pas effectivement les conditions de vie dégradantes. Et nous avons alerté l'administration, ça fait partie du rôle du Conseil national des barreaux. On voit aussi que le nombre de détenus s'est remis à croître de nouveau dans les prisons. Qu'est-ce que justement vous pensez de cette surpopulation carcérale qui est un mal endémique finalement ? Oui, c'est un mal endémique. La question est que des efforts ont été faits et continuent à être faits. Il faut donner des moyens et puis il faut peut-être repenser aussi ce qui sur se les fait, peines aussi. Oui. Parce qu'il faut repenser la question de la question de la privation de liberté. On le dit, les magistrats le disent, des sociologues le disent, des politiques le disent, mais il faut le faire. Et vous en dites quoi, justement ? Moi, j'en dis que manifestement, nos prisons ne sont pas adaptées, qu'il y a un réflexe qui est peut-être en réalité sécuritaire de tout prison trop souvent, ou de peines de privatives de liberté, ou de détention provisoire qui sont souvent la norme, alors qu'elles devraient être l'exception. Il y a une vraie révolution culturelle de la pensée, effectivement, de ces questions-là. Et puis, des moyens qui doivent être accordés, effectivement, parce que parfois, la détention, bien entendu, est nécessaire. Pour revenir au Covid, la crise sanitaire a entraîné pour beaucoup de Français des retards assez nombreux dans leurs procédures, dans les décisions de justice. On en est où en ce moment ? La situation s'est améliorée de nouveau ? Alors, la situation repart. Effectivement, il y a de nombreux retards. Il ne faut pas non plus penser que c'est que la crise sanitaire qui impacte ou qui impacte les citoyens ou qui implique des retards dans le fonctionnement de la justice. C'est souvent une excuse, ouais. C'est des années et des années de retard. Les magistrats, les professionnels du droit, les greffiers le disent, il n'y a pas assez de moyens qui sont donnés à la justice. Si on veut une justice moderne, si on veut que les citoyens puissent accéder à un juge, ce qu'on appelle l'accès au droit, si on veut que les entreprises puissent accéder à un juge, il faut donner des moyens à la justice. Et ça fait des années que nous sommes les plus mauvais, globalement. La France est un des plus mauvais pays en Europe sur le financement de sa justice et les moyens qui lui sont donnés. Et effectivement, la crise sanitaire, parce qu'on a subi effectivement un coup d'arrêt, notamment au début de l'année, en tout cas au printemps de l'année 2020, a rajouté à cette question-là, même si tous ont fait des efforts. Mais de fait, effectivement, nous sommes dans une situation très difficile. Et le citoyen... On se défausse trop souvent sur cette crise sanitaire, alors que pour ne pas avoir à mettre les moyens financiers, peut-être, c'est ça ? Oui, pour dire que la crise sanitaire est une des causes. Il y a d'autres causes, mais la cause est très ancienne. La cause est très ancienne et les réformes de la justice n'ont pas suffi. La question, c'est
une question de moyens, on en est bien d'accord, c'est une question de financement, c'est une question de pouvoir donner aux juges. Mais la vraie question, elle est très grave, parce que c'est des questions de ce qu'on appelle l'accès au droit, c'est-à-dire la possibilité qu'un citoyen a de se faire juger dans une affaire civile, dans une affaire commerciale, et même dans une affaire pénale, parce qu'il n'est jamais sain d'être jugé très longtemps, ou en tout cas de longues années, ou de longs mois après les faits qui ont été commis ou qui sont reprochés. Un impact en tout cas de la crise sanitaire qu'on vit, qui existe, c'est celui des libertés publiques. Voilà, près d'un an que nous vivons sous le régime de l'état d'urgence. Donc, selon vous, c'est une menace, une vraie menace pour nos libertés individuelles, pour la démocratie, pour l'état de droit? Alors je crois qu'effectivement la crise a permis en tout cas à montrer des dérives de fait autoritaires. Je ne fais pas ici une question politique, c'est une question objective. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple que dans le premier confinement, la ministre de la Justice à l'époque a fait voter une loi qui a été déclarée, enfin une ordonnance qui a été déclarée inconstitutionnelle, de prolonger la détention préventive. C'était par exemple très grave. C'est-à-dire que quelqu'un qui pouvait être détenu que 4 mois, s'est vu par une décision, une ordonnance, le Parlement avait habilité le gouvernement à maintenir quelqu'un en détention sans voir un juge 2 mois de plus. Dans une démocratie, quand on ne peut pas organiser une audience devant un juge des libertés de la détention, dans des délais qui sont prévus par la loi, on libère la personne. Ici, on l'a détenu pendant 2 mois, et plusieurs mois après, le Conseil constitutionnel dit qu'effectivement, ce n'est pas légal. Le Conseil d'État, à de multiples reprises, avec beaucoup de prudence d'ailleurs, jugé qu'un certain nombre de mesures étaient illégales, fermeture des lieux de culte, par exemple, ou effectivement, une série de décisions la visio-audience, c'est-à-dire d'organiser des audiences en visio, le Conseil d'État, en matière criminelle et en matière délictuelle, a dit que c'était illégal. Vous dites que c'est pas politique, sauf que là on est sur des décisions de ministres en l'occurrence, du gouvernement. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la politique politicienne. Nous, ce que nous disons au Conseil national des barreaux, nous regardons une situation et nous voyons ce qui a été fait. Or, ce qui a été fait, c'est une politique effectivement je ne sais pas si elle est autoritaire, mais en tout cas, on s'aperçoit que des décisions qui sont contraires à la Constitution, aux principes essentiels, aux libertés individuelles et fondamentales, ont été de fait violées. Et nous le dénoncions. Mais désormais, les plus hautes juridictions de ce pays le disent. Le Parlement a récemment adopté la réforme de la justice pénale des mineurs. Elle entrera en vigueur à partir du mois de septembre. Aujourd'hui, cette délinquance des mineurs, elle est dramatiquement revenue sur le devant de la scène avec la mort de ces 2 adolescents dans l'Essonne, sur 2 rixes différentes. Dans l'une de ces 2 affaires, 6 mineurs ont été déférés devant le parquet d'Évry. Concrètement, qu'est-ce qu'ils risquent, ces jeunes, ces mineurs ? Ils risquent, ils sont coupables des peines effectivement qui peuvent, alors selon leur âge, selon les conditions, des peines. Là, on est entre 13 et 16 ans. Ils risquent des peines sévères. Ce que je veux dire, pour rebondir sur votre question, c'est que c'est dramatique. C'est un vrai problème de société. C'est de la vraie tristesse et nous en sommes tous peinés. Mais il ne faut pas non plus penser que la violence des jeunes peut toujours être réglée par la justice, ou que la justice serait responsable dans le cadre de laxisme, par exemple, de ces situations-là. La justice vient après, elle doit passer, elle doit être exemplaire, elle doit permettre effectivement aussi une reconstruction de ces jeunes, mais j'entends trop, et je voulais le dire ce matin, j'entends trop que ce serait peut-être, on sous-entend trop que ce serait la justice qui serait, ou les juges, ou les magistrats, ou les avocats, qui seraient la justice est assez sévère, il n'y a pas, en tout cas, c'est pas la cause d'une justice laxiste ou qui prend trop son temps. Mais non, je veux dire, on ne peut pas considérer que des risques de jeunes dans ce type de quartier soient de près ou de loin liés à une forme de laxisme de la justice. C'est ça que je veux dire. Après, effectivement, il faut tirer les conséquences sociologiques, de famille, d'éducation et de justice aussi, qui a toute sa place dans les mesures de prévention, dans les mesures d'éducation, dans les mesures d'accompagnement et dans les mesures de sanction. Mais il ne faut pas renverser les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de peine plus dure, finalement. Non, il n'y a pas de peine plus dure. Plus sévère. Voilà. Et là, on en revient, aux questions de moyens. Donnons plus de moyens aux brigades des mineurs, donnons plus de moyens aux éducateurs, donnons plus de moyens aux juges des enfants, et peut-être aussi, on aura des solutions, en tout cas des progrès qui pourraient être faits. Jérôme Gavaudan, depuis quelques années, déjà, on constate une libération de la parole sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la question du viol, le harcèlement sexuel, l'inceste aussi. Cette tendance, c'est quoi ? C'est la preuve d'une justice qui n'arrive pas à répondre finalement à leurs attentes ?
Non, je crois que c'est un phénomène plus sociologique. Je ne crois pas que ce soit lié à la question de justice. C'est une libération de la parole de gens qui, par exemple, sur ce que vous citez, s'estiment victimes, ou en tout cas ont été victimes, peut-être aussi, et qui le disent, et qui n'ont pas su le dire, effectivement, avant, à la justice, dans des conditions qui étaient pourtant ouvertes. Ça pose la question de l'accès au droit, ça pose la question de l'écoute, ça pose des questions juridiques très importantes sur la prescription, par exemple, des faits. Mais c'est plutôt sain que les gens puissent s'exprimer et puissent s'ouvrir effectivement au plus grand nombre pour que les choses évoluent. Justement, sur la question de la prescription, on a des débats qui s'ouvrent, notamment sur les personnes victimes d'inceste. Là, c'est 30 ans, je crois, à partir du moment où la victime est majeure. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Alors, la question de prescription, pour les avocats, et d'une manière générale, il faut la positionner dans la société. C'est-à-dire, la prescription n'est pas faite ni pour protéger la victime, ni pour protéger la personne qui a commis le crime. La prescription, elle est faite dans un souci de paix sociale. C'est-à-dire que la société, dans son ensemble, doit considérer qu'à un moment, un fait ne peut plus être poursuivi. Donc il faut pas le voir comme une accusation des uns et des autres. C'est-à-dire, en ce moment, le débat sur la prescription, on a l'impression que la victime, effectivement, on lui reprocherait de ne pas avoir parlé en temps et heure et que donc il faudrait que ce soit imprescriptible. C'est pas ça la question. La question est que dans un pays civilisé, dans une démocratie, dans un esprit républicain et de respiration républicaine, à un moment, il faut qu'on puisse, les uns ou les autres, tous, victimes comme effectivement personnes qui ont commis des actes, puissent effectivement se dire on ne peut pas être poursuivi. On comprend la difficulté. Mais on le voit pour certaines victimes, effectivement, c'est dur de franchir cette étape et d'arriver à un moment où on va dire voilà, j'ai été victime d'inceste à 12, 14 ans et maintenant je vais porter plainte. Souvent, ça prend beaucoup de temps. Bien sûr, mais à titre individuel, on comprend parfaitement la question. Les victimes doivent être respectées, effectivement, il faut les aider. Mais le débat, il faut le placer, et c'est ce que j'essaie de faire aussi en vous parlant, sur un débat plus sociétal, et de dire que quelle que soit la victime, quelle que soit la reconnaissance qu'on lui doit, quelles que soient ses souffrances, à un moment, la société doit pouvoir dire stop sur ces questions-là. Jérôme Gavaudan, le mot de la fin, c'est avec Laurence Garcia. Vous m'entendez, voilà. Le fait d'avoir un avocat, forcément garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est-ce que vous avez l'impression qu'il est plus à l'écoute de votre profession ou pas franchement ? Oui, je pense qu'il est plus à l'écoute de notre profession, mais je pense qu'il est à l'écoute de toutes les professions. Je pense qu'il est à l'écoute des magistrats. Je pense qu'il est à l'écoute. Enfin, il fait le job de ministre de la Justice. Est-ce que c'est plus facile ? Pas forcément. Disons qu'on a le même langage. C'est déjà ça. On a les codes. Donc on gagne du temps dans la discussion. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Il a cherché à me rencontrer. Je l'ai vu très vite dès la prise de fonction. Donc c'est quelqu'un avec qui le dialogue est possible. Et c'est vrai que comme il a été avocat, comme il le dit dans une autre vie. On reste avocat de toute façon. On reste avocat et c'est vrai que c'est assez simple. Après, on est vigilant et c'est pas parce qu'il a été avocat qu'il va favoriser forcément les thèses de la profession d'avocat. Donc on sera exigeant avec lui. Et on est vigilant. Mais justement, vous allez faire passer quand même le message et revenir sur la réforme des retraites qui avait quand même provoqué pas mal de réactions dans votre profession et de grèves l'an dernier. Oui, alors je pense que sur cette question-là, tout le monde est d'accord pour ne pas revenir sur la réforme des retraites. En tout cas, lui nous a indiqué que c'était absolument pas son souhait, mais qu'il ne maîtrisait pas de toute façon cette question. Mais je pense que dans ce débat-là, je pense que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, n'a pas intérêt ni vocation à revenir sur cette question-là, qui effectivement avait énormément soulevé la profession pour des raisons techniques, sociologiques et autres, sur lesquelles je préfère ne pas revenir à l'instant, disant que là aussi c'était le monde d'avant. C'est le monde d'avant, on verra si le monde d'après n'est pas la réplique du monde. Merci beaucoup Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux. Merci d'être passé par le studio de Sud Radio.